Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors Christelle, me voilà de retour dans le Citrep, dans les Citrep, tes Citrep. Voilà. Tu as courageusement réalisé 3 Citrep toute seule, qui sont Ouais. toujours visibles d'ailleurs sur ton site Donbass Insider. Donc Et on sur la chaîne recommande. YouTube, sur la chaîne YouTube de Donbass Insider. Ouais, c'est ça. Et alors, très important, donc le 160, le 161e et le 162e sont toujours visibles sur la chaîne YouTube de Donbass Insider. Ouais. Ça, c'est la solution, je dirais, de change, de rechange, en cas de nouvelle coupure en ce qui me concerne, parce que, effectivement, j'ai été le sujet d'une coupure très longue, qui est Ouais. scandaleuse sur le plan commercial. Je veux dire, elle ne peut s'expliquer que par une volonté je pense, de me réduire au silence. Et ça s'est confirmé relativement, je dirais, bon, il reste toujours des doutes, on peut toujours dire, voilà, le hasard a fait les choses, point. Mais il y a quand même des choses curieuses, comme vendredi, on aurait dû, et on l'a fait d'ailleurs, enregistrer le site rep de SR Bidani La sur Syrie. la Syrie, et donc c'était le 71e, et comme par hasard, le matin du vendredi, alors que ça faisait presque 5 jours complets que la connexion était revenue, après plus de 2 semaines de coupure, elle tombe en panne pendant 2 heures le matin de l'enregistrement de l'émission qui Ouais. devait être enregistrée. Donc, Un peu moi, bizarre. ouais, j'interprète. En plus, non seulement elle a été interrompue chez moi, mais interrompue au même moment chez SR Midani en Syrie. Ah ouais. Donc ça, Ah, moi d'accord. j'appelle ça un petit avertissement disant continuez de faire de la réinformation comme ça. On va vous couper la chic et personne ne vous entendra plus jamais parler de quoi que ce soit. Moi je l'interprète. Sauf que malheureusement pour eux, dans mon cas, Oui, voilà, bah oui. j'ai les moyens techniques de le faire toute seule, même si c'est moins, enfin, je trouve ça un peu moins bien dans ce format-là parce qu'il n'y a pas d'interaction. Mais effectivement, il y a de toute façon des volontés de couper le sifflet à différents médias alternatifs, que ce soit par les fermetures de comptes sur les réseaux sociaux, de comptes YouTube, de comptes Twitter, de comptes Facebook, de pages Facebook. En l'occurrence, Éveil Français TV n'a plus que les comptes YouTube sur lesquels il dépose donc les sites Ouais. rep. Il n'y a pas de compte Facebook, il n'y a pas de compte Twitter, on n'a jamais utilisé les comptes Twitter. On est sur VK, Mm. VContact. Donc VContact, pour virer quelqu'un, il faut quand même se lever de bonne heure. Faut se lever de bonne heure. Voilà, donc Personnellement, j'utilise aussi des alternatives à Twitter qui sont Minds et Gab. Et comme je dis et je le redis souvent, vraiment pour suivre Donbass Insider, suivez-nous sur Telegram parce que là, la chaîne Telegram, vous êtes sûr de recevoir la notification pour chaque article ou vidéo qui est publié. Vous n'avez pas d'algorithme qui peut faire du shadow banning ou ce genre de choses. Oui, Donc vraiment, enfin, je me rends compte que certains n'ont pas vu les sites web parce qu'ils ne suivent peut-être que Éveil Français TV. Donc vraiment, suivez aussi la chaîne YouTube de Donbass Insider et un ou plusieurs des comptes de réseaux sociaux de Donbass Insider pour être sûr de, si jamais il y a de nouveau une coupure ou quelque chose ou un problème technique chez Tom, que vous puissiez voir tous les sites rep. Je confirme d'ailleurs être sujet d'un shadow banning par YouTube, c'est-à-dire que tous les messages que je mets sur les autres plateformes, enfin pas les autres plateformes, sur les autres comptes de YouTube, des médias alternatifs ou autres, n'apparaissent pas en public. Donc on a très clairement une volonté les vidéos sont parfois enfin, très peu visibles, sauf si tu actives la notification, ce genre de choses. Donc bon, sans parler de, moi je connais d'autres gens qui font de la réinfo, qui par exemple voient les vidéos être démonétisées systématiquement, etc. Donc, puis les trafics de statistiques, parce que le nombre de vues, le nombre d'abonnés, curieusement, pour n'importe quoi, le nombre d'abonnés augmente sur n'importe quel compte YouTube, et il stagne sur le compte d'Éveil Français TV, alors que c'est quand même de l'information de première importance, qui permet de contrecarrer la propagande occidentale sur les sujets. Il y a vraiment des choses très bizarres sur les réseaux sociaux, les gros réseaux sociaux. Donc vraiment, je vous encourage à aller de plus en plus sur les plateformes alternatives comme Contact, comme Telegram. Gab commence vraiment à être pas mal. Donc ça a été créé à la base par des gens, ce qu'on pourrait appeler de la droite américaine, donc plutôt des pro-Trump
Trump, etc., qui se faisaient censurer sur Twitter et qui ont donc en fait lancé leur propre plateforme. Et maintenant, je commence à avoir pas mal de trucs de contenu intéressants dessus. Donc vraiment, voilà, Alors, suivez les deux, pas seulement Éveil Français TV, suivez aussi Donbass Insider et sur différents canaux. Et j'encourage surtout Telegram parce que c'est celui où il y a vraiment. d'ailleurs, si le cas se reproduisait, c'est-à-dire une coupure de ma connexion internet à ce moment-là, moi, c'est pour ça que le point central n'est pas Solidtube qui déconne à plein tube, hein, je suis désolé de le dire, hein, c'est-à-dire que là il n'y a plus de rafraîchissement, enfin il y a des problèmes techniques irrésolus. Bon, j'ai pas insisté, mais le seul point, je dirais, de rendez-vous en cas de doute sur un problème de dépose d'une vidéo sur le compte YouTube d'Éveil France TV, c'est le compte VContact de Tom Aldrin, mon compte personnel. Comme ça, vous serez informé, le cas échéant, effectivement, d'ailleurs, je partage toutes tes publications, ou la plupart en français, donc vous aurez les informations si jamais il y a un nouveau problème. Hein, il faut s'y attendre. Hein. Il faut s'y attendre parce que ils détestent que leur propagande soit contrecarrée par quelque chose qui se vérifie dans le temps. Parce que c'est ça la crédibilité, je dirais, des nouveaux médias alternatifs. C'est qu'au départ, les gens se disaient, ben oui, c'est la parole contre un autre, hein, mais sauf qu'une parole, au bout d'un certain temps qui se confirme, elle infirme en fait la crédibilité des médias qui continuent de faire de la désinformation, des fake news, mais réellement. Et puis à long terme, c'est toujours gagnant de dire la vérité. C'est ça, absolument. Et ça se vérifie, et les gens peuvent le vérifier. C'est pour ça qu'à un moment donné, un certain nombre de médias alternatifs ont fini par obtenir une crédibilité montante, à défaut de c'est pour ça que ça les dérange et que ces médias se font censurer. C'est ça. Voilà. En tout cas, en termes d'information, donc je vais attaquer la partie militaire, puisque du 26 octobre au 1er novembre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 127 reprises, donc on est quand même à moins que la semaine passée. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui, je dirais, c'est ce qui est caractéristique, c'est que pendant la coupure, alors c'est bon, on peut spéculer sur la coupure, sur la raison de la coupure, mais comme par hasard, il y a eu de violents bombardements pendant cette période-là. Hein. Pendant les 2 semaines, là, ça a été très violent. En termes de nombre, ça a été assez élevé. Là, durant cette semaine, ils ont tiré quand même 4 obus d'artillerie de 122 mm, un missile anti-char philo-guidé, 144 obus de mortier. Alors là, on a 3 calibres. On a du 120, du 82 et du 60 mm. Le 60 mm, c'est les obus polonais. Ah. Et ça, je vois qu'ils en utilisent de plus en plus. Donc, je pense qu'ils commencent à arriver tout doucement sur les fonds de tiroir de leur stock d'obus de mortier de 120 et 82, et que donc ils se rabattent sur les approvisionnements venant de Pologne. D'accord. Ouais. Et puis si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 811 munitions, donc on est à bien moins que la semaine passée, on était à plus de 2000. Donc là, ça fait quand même moins de la moitié. Bon, durant les dernières 24 heures, on a quand même eu 20 violations et 211 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes, donc 43 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc c'est quand même pas terrible. Et là, tout à l'heure, quand je préparais le site web, j'ai entendu que ça tirait. Je sais pas vers où, mais périphérie de Donetsk, ça c'est sûr. Donc ça c'est quand même pas terrible. C'est pas bon signe. Ouais. Bon, le bilan humain, lui par contre, est catastrophique. Aïe. Ouais, parce que les tirs de cette semaine ont tué 8 soldats de la RPD. Ça fait mal ça, ouais. C'est très mauvais, très mauvais. Ouais. Et on en blessé 5, et on a eu 2 civils blessés. Et on a 7 habitations et infrastructures qui ont été endommagées, plus une habitation durant les dernières 24 heures. On montrera une petite carte qui indique les endroits qui ont été touchés, donc ça c'est pas bon. Le bilan humain il est catastrophique. Ouais. Comment donc ça se fait, moins de tirs, mais beaucoup plus de morts et de blessés chez les soldats. Donc ça c'est pas top quand même. Ouais. Et puis de civils blessés quand même, ça c'est pas bon non plus. Bon comme d'habitude, j'ai envie de dire, cette semaine l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE, à leur tirer dessus à l'arme légère à peine décollée aussi, comme d'habitude pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. On montrera une petite carte des endroits qui ont été touchés. Comme par hasard, le gros débrouillage de signaux, etc., c'est dans la zone qui s'étale au nord et au sud de la zone de retrait de Petrovskoye. Je vais revenir à ce sujet un petit peu après. Ça n'a rien d'étonnant. Hein. Donc,
voilà. Parce que bon, si l'OSCE ne voit pas les armes lourdes, les services de renseignement de l'RPD, eux, les voient. Et là, cette semaine, en violation des accords de Minsk, ils ont quand même détecté une pièce d'artillerie, 43 véhicules de combat blindés et 7 systèmes de défense anti-aérienne, bien sûr le plus souvent installés près des habitations, des infrastructures. Je vais faire une petite liste à l'après-vert, vous m'excuserez, mais voilà un petit peu ce qui a été détecté. À Semigorje, on a un système anti-aérien Strela 10 et un canon de défense anti-aérienne Zhuzhka. À Vozrojeniye, un système anti-aérien OSA et un obusier tracté MSTAB. À Podgornoye, on a un système anti-aérien OSA. Krimskoye, on a 2 BMP. Novobakhmutovka, 2 véhicules de transport de troupes blindées, donc les BTR. Novosielovka, 2 BTR aussi. Slavnoye, 2 BMP et un BTR. Nikolaïevka, un BTR, un BMP et une automitrailleuse. Fameux BRDM. À Novotrotskoye, un BTR. À Bogdanovka, 13 BMP, donc 13 véhicules de combat d'infanterie. 5 BTR, donc véhicules de transport de troupes blindées. Krasnogorovka, 4 BMP, 1 BTR. Starognatovka, 1 BMP et 3 BTR. À Shirokino, 1 MTLB. À Mangouche, un obusier automoteur Gvozdyka 122 mm. À Tcherneko et Mariupol, on a 3 systèmes anti-aériens Strela 10 et à nouveau Grigorovka, 1 BMP et un BTR à Gnutovo. Voilà, tout va bien. Vous vous demandez pourquoi ils brûlent les signaux de l'OSCE, pour les empêcher de voir tout ça. Voilà. Tout simplement. Et puis en plus d'essayer de cacher les armes lourdes interdites par les accords de Minsk, ils nous en ont fait une belle encore cette semaine. Ah bon? Ouais, enfin samedi dernier en fait, pendant que je tournais le site rep, parce qu'en fait ils ont rien trouvé de mieux à foutre, des soldats de l'armée ukrainienne, que d'amener des enfants. Ah oui. Dans la zone industrielle de Promka, entre Avdiivka et Yassinovataya, qui est quand même toujours une zone chaude, hein, parce que à cet endroit-là, je rappelle, les positions des deux parties en présence sont à certains endroits à peine à 50 mètres l'une de l'autre. C'est plus que de l'inconscience que de faire ça. J'ai plus de qualificatif en fait pour un truc comme ça. C'est immonde, c'est clair. C'est immonde. Pour toute personne attention un peu sensée, ça semble être de la folie pure ou de l'inconscience. Moi je pense que la vérité, je pense qu'elle est bien plus terrifiante. Parce que dans l'article que j'ai fait, donc j'ai mis le lien vers un reportage qui a été filmé par la chaîne télévisée ukrainienne TSN, et on entend clairement à la fin des tirs de mitrailleuses et de lance-grenades sortants, c'est-à-dire faits par l'armée ukrainienne. Le tout en plein brouillard. En plein brouillard, mais d'accord. Ouais, donc nos soldats pouvaient pas voir qu'il y avait des gamins près de là où ça tirait. C'est quand même magnifique. Dans le reportage, on voit aussi un très beau drapeau rouge et noir, typique des unités néo-nazis. C'est des Pravi Sector. Voilà. Je rappelle, c'était le drapeau des sbires de Bandera pendant la Seconde Guerre mondiale. D'après la RPD, il semble que le but de cette provocation était bien sûr d'obtenir un tir de réponse de la part de la milice populaire de la RPD, en comptant sur la mort d'un ou deux enfants ou journalistes dans le tas. D'accord. En comptant sur le fait que nos soldats ne pouvaient pas voir qu'il y avait les gamins et les journalistes. Voilà. Le tout aurait été bien sûr filmé par les caméras présentes sur place. Ça aurait fait une belle vidéo de propagande. Heureusement, la provocation a été déjouée grâce à deux facteurs. Le premier, c'est que la milice populaire de la RPD respecte le cessez-le-feu et ne prête plus attention à de telles provocations depuis bien longtemps. Donc, il n'y a pas eu de réponse. D'accord. Ouais. Et le deuxième facteur, c'est que là, ils m'ont redonné un peu d'espoir quand même en l'humanité, parce que il semble qu'il reste quand même des officiers ukrainiens qui ont encore un minimum d'honneur au sein de cette 92e brigade qui se trouvait sur place, dont les positions étaient à Promka, puisque les services de renseignement de l'RPD ont découvert que, faute d'obtenir la réponse voulue, le commandant de la 92e brigade a ordonné au commandant du 3e bataillon de tirer sur le bus qui transportait les enfants et les journalistes.
en accuser bien sûr ensuite la République. Mais l'officier en question a refusé de tirer sur le bus et a ordonné de cesser tout tir dans cette zone dès qu'il a su que les enfants étaient là. Ouais, mais il y a encore des gens qui ont une conscience, hein. Mais Voilà, malheureusement, donc je remercie cet officier. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, je ne sais pas si un jour vous aurez l'information, mais merci. Ouais. Merci. Parce que... Malheureusement, il risque d'être démis de ses fonctions d'une manière ou d'une autre dans quelques temps, sous couvert voilà. Ouais, d'une faute ou d'un machin. Enfin bon, genre de provocation qui implique en plus des gosses. Là, non, là, franchement, j'avais envie de vomir. Hein. Là, je vous dis. Quand je vous dis qu'ils en ont rien à foutre des civils. Hein. Ouais, c'est pas pour libérer les civils, ouais, c'est pas. Non. Bah, quand tu amènes des gamins sur la ligne de front en les mettant en danger sur une zone qui est quand même bien chaude, que tu fais tirer à côté en espérant un tir de réponse et puis que quand tu n'obtiens pas la réponse, tu demandes à tes gars de tirer eux-mêmes sur le bus. Ah oui, c'est immonde. Non, c'est immonde, c'est clair. Là, moi, j'ai pas d'autre qualificatif que terroriste. Ouais. Mmh. Parce que même sinistre connard ou... Oui, c'est gentil. Même raclure de fond de chiotte, c'est encore gentil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça? Enfin, quelle personne normalement constituée peut envisager des plans comme ça? Je veux dire, faites un psychopathe. Ouais, c'est des techniques des casques blancs en Syrie, ça. Qui a d'ailleurs encore une fois été dénoncé par la chef la porte-parole de la diplomatie russe, qui dit que en ce moment ils sont en train de préparer encore un autre coup, hein, un énième coup avec du chimique, hein. Bon, voilà. D'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui perd. Bah, c'est ça. Je vais revenir sur la zone pilote de retrait de Petrovskoye. Hein, puisque donc je rappelle à nos auditeurs que le 10 octobre devait avoir lieu le désengagement des troupes qui s'était soldé par un échec, nos auditeurs s'en souviendront. Là à Minsk, ils sont accordés sur une nouvelle date. Ouais. Alors pour la RPL, ils ont fait ça en premier, donc en gros les mecs leur ont dit sur place, on a qu'à le mener genre aujourd'hui, quoi, et puis les gars ont dit ok d'accord, ils ont pris au pied de la lettre et puis ils ont mené le désengagement à Zolotoye comme ça à l'arrache en dernière minute. C'est hallucinant. Pour les RPD, ils ont fixé ça à lundi 4 novembre. Donc bien sûr je serai sur place, hein, comme le 10 octobre, hein, pour couvrir l'événement en espérant que ça sera couronné de succès comme à Zolotoye. Hein. Et donc la première zone pilote, comme je le dis, à avoir vu enfin avec succès le retrait des troupes et des équipements fut donc celle de Zolotoye en République populaire de Lugansk. La nouvelle tentative couronnée de succès a été lancée en dernière minute le 29 octobre. Donc ils ont été prévenus, les RPL étaient prévenus à peine 2 heures avant le début du désengagement. L'Ukraine les a prévenus, on est prêts. D'accord. Quand ça les arrange, tout se passe très vite. Je pense qu'ils espéraient que les RPL se tiendraient pas prêtes, mais en fait, comme ils étaient en stand-by depuis le 7 octobre, qui était la date prévue initialement, ils ont saisi l'occasion au vol, et puis ils ont dit d'accord, on va le faire. Et donc, à 13h15 puis 13h16 respectivement, l'armée ukrainienne puis la milice populaire de l'RPL ont tiré une fusée blanche, hein, pour dire que, donc ça c'est la fusée pour dire on est prêt, et puis une fois que les deux fusées blanches sont tirées, on passe à la fusée verte qui, elle, annonce le début du désengagement de manière concrète. Donc pour le retrait, c'est très bien passé, l'OSCE a tout surveillé, les néo-nazis ukrainiens n'ont pas interféré avec le processus, hein, l'OSCE l'a même marqué dans son rapport, ce qui montre bien que ce que je disais est vrai, c'était du cinéma, et c'était du cinéma. Voilà, c'est tout, c'était du cirque. Coup de com et écran de fumée. Donc suite à ce succès à Zolotoye, donc ils ont annoncé une nouvelle tentative à Petrovskoye ici en RPD, qui est donc le dernier site pilote dans lequel doit encore avoir lieu le désengagement. Alors ce qui est un petit peu troublant, c'est que c'est d'abord l'Ukraine qui a divulgué la date, alors que normalement ils avaient un accord de non-divulgation. Ils respectent rien. Après ça a été confirmé par les RPD. Bon. Si la réussite du retrait à Zolotoye a quoi susciter quand même un peu d'espoir, le fait que Kiev ait violé l'accord de non-divulgation, ça a quand même inquiété les autorités de la RPD, et je pense à juste titre. D'accord. Parce que juste après ça,
ils ont commencé à dire oui, mais il faut que le cessez-le-feu soit respecté pendant 7 jours. Et là, hier, le ministre de la Défense ukrainien a déclaré qu'il fallait repousser la date du désengagement parce qu'il y avait eu des violations du cessez-le-feu dans la zone de retrait. Sauf que il a oublié opportunément de spécifier de quel côté venaient les violations. Bah oui, attends. À vous montrer les petits extraits, donc c'est en anglais, des rapports de l'OSCE qui ont été publiés le 30 et le 31 octobre. Donc vous pouvez les regarder sur leur site, hein, vous pouvez trouver les trucs. Il faut regarder la version complète, hein, pas le petit résumé avec 3 bullet points là, qu'ils ont sur la page. Faut downloader faut télécharger le rapport au format PDF, puis vous cherchez dans Petrivskoye, hein, ils écrivent Petrivskoye, ils écrivent ça à l'ukrainienne. Et donc vous allez voir, on va vous montrer des petits screenshots où ils indiquent clairement que, alors qu'ils se trouvaient à Petrovskoye, ils ont clairement entendu des tirs dans la zone de désengagement, dans une direction sud-ouest. Et donc là, je vais vous montrer une petite carte. Hein, voilà, donc vous voyez la ligne de front hein, qui est en jaune. Et puis on a donc la RPD à droite, l'Ukraine à gauche. Je vous ai mis où étaient à peu près les observateurs de l'OSCE. Et puis la petite flèche, c'est pour vous indiquer vers où ça pointe, vers le sud-ouest. Ça pointe vers l'armée ukrainienne. Ils sont pas très discrets. Non, mais quand je dis qu'ils inventent eux-mêmes des conditions qui violent tout seuls pour pouvoir dire, vous voyez, on peut pas faire le désengagement. Tu vois, faut respecter le cessez-le-feu. Oui, mais vous le violez vous-même. C'est bien pratique. Hein, voilà. Donc déjà ça, moi je le sens pas. Je sens qu'on est parti pour se peler les miches pendant des heures à Petrovskoye comme début octobre pour rien. Je crains un peu. En plus là, les néo-nazis ukrainiens ont promis qu'ils allaient bloquer les routes qui viennent depuis leur côté hein, pour empêcher le désengagement. Hein, en gros, de boucher les routes pour empêcher les soldats ukrainiens de se retirer. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est complètement épique. L'autre truc quand même qui moi m'incite pas non plus grandement à l'optimisme, c'est que le 31 octobre, la 128e brigade des forces armées ukrainiennes n'a rien trouvé de mieux à faire que de tirer au missile anti-char filoguidé, le fameux qui est dans le bilan de la semaine. Ils l'ont tiré sur une ambulance. Ils avaient déjà fait le coup. Hein. Donc c'était une ambulance militaire qui avait été envoyée pour se porter au secours d'un enfant malade parce que tout simplement Bielaya Kamenka où se trouvait l'enfant est un village trop dangereux. Donc les ambulances civiles peuvent pas aller jusque là, c'est vraiment trop dangereux pour eux. Et mais bon, elle était clairement identifiable comme une ambulance, avec les grosses croix rouges, etc. Voilà. Bon, le chauffeur et l'infirmier ont été blessés et emmenés à l'hôpital. Je rappelle que tirer sur une ambulance, c'est un crime de guerre, c'est interdit par la Convention de Genève. Et l'état du petit gosse, on ne sait pas, parce que pour qu'il fasse déplacer une ambulance... Il a finalement été pris en charge quand même, mais bon, je veux dire, c'est hallucinant. Oui. Je veux dire, tirer sur une ambulance, c'est complètement possédé, quoi. Bon, donc moi, ça m'incite quand même pas trop l'optimisme, même si de son côté, la milice populaire de la RPD s'est déclarée prête à procéder au retrait des troupes, selon le processus prévu. On va voir parce que je pense quand même que le fait que Kiev a mené le retrait à Zolotoye a l'air quand même de vouloir faut se méfier quand même. Hein. Voilà, le mener ça peut être, aussi à Petrovskoye, je pense que ça vient de la transigence de Moscou. Concernant l'organisation de la réunion au format Normandie, hein, puisque Poutine a dit clairement que la réunion n'aurait pas lieu tant que les conditions qu'ils avaient posées ne seraient pas pleinement remplies. Et donc Zelensky n'a pas d'autre choix hein, que de plier, comme avec la signature de la formule Steinmeier. Ils ont essayé de faire plier la Russie en mode oui, mais non, on peut pas. Et la Russie a dit mais rien à foutre, je vous ai dit, ça doit être comme ça, puis pas autrement. Et donc ils avaient signé la formule Steinmeier. Puis après ils ont dit bon, maintenant on fait la réunion au format Normandie. Non, vous devez encore vous désengager. Ah oui, mais on peut pas, les néo-nazis, rien à foutre. Enfin, contrôlez vos gars. Ça a été plus ou moins le speech qui a été fait par la diplomatie russe. Donc je pense qu'il a pas trop le choix. Donc je pense que Zelensky a vraiment besoin en fait de cette réunion format Normandie, pas seulement pour le coup de com. Je pense que c'est peut-être pour présenter surtout à Poutine et à Merkel. Macron est
qu'accessoire, hein. Macron fera ce que Merkel lui dit, pour leur présenter son fameux scénario chypriote. Je veux dire, quand je vois le cirque là, avec Zolotoye, où les néo-nazis, tu dis ouais, on empêchera le retrait des troupes, finalement. Il s'est passé quoi? Zelensky est allé sur place, il s'est affiché de manière complètement pathétique, en train de dire aux gars non mais il faut m'obéir. Il avait l'air plus pitoyable qu'autre chose. Ça ressemblait vraiment effectivement à un coup de com' pour continuer ce petit plan B dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, et finalement, ils sont retirés et les néo-nazis ont rien fait. Voilà, le retrait a eu lieu à Zolotoye et ils n'ont pas interféré. Ce qui montre bien que tout ça, c'était de la flûte. C'était du pipeau. C'est du coup de com', c'est de l'écran de fumée. Donc je pense que là, avec Petrovskoye, c'est pareil, c'est pour maintenir un peu peut-être le suspense. On va voir, peut-être faire un échec une première fois et puis réussir à la troisième. Enfin, tu vois, je m'attends à tout avec eux. Hein, je veux dire, ce qu'avait dit Bessonov, hein, il avait dit avec des trucs en mode conte de fées. Hein, c'est à peu près ça. Mais donc voilà, donc lundi je serai sur place à Petrovskoye pour faire un reportage et puis on verra bien. Si ça réussit, je pense que dans la foulée on aura enfin la date d'une réunion format Normandie qui sera fixée assez rapidement. Et puis je pense qu'on verra un peu qu'est-ce qui aura été discuté. Mais je pense que s'il a vraiment besoin d'une réunion format Normandie et qu'il est prêt à devoir appliquer un petit peu les accords de Minsk pour ça, faut pas se leurrer, il les appliquera pas complètement. Je pense que c'est pour quelque chose de sérieux. Je pense que il a besoin de cette réunion pour mettre sur la table ce fameux plan B. C'est pas un truc que tu peux exposer par téléphone ou discuter par téléphone. C'est trop sérieux. Je veux dire, c'est un truc quand même assez énorme. Donc voilà. On va parler un peu économie. Donc, je suis désolée, j'ai pu la publier qu'aujourd'hui. J'encourage nos auditeurs à aller voir la dernière vidéo sur la chaîne de Donbass Insider, qui est donc le reportage que j'ai fait lors du forum, du premier forum international d'investissement qui s'est tenu à Donetsk du 29 au 30 octobre. Donc la vidéo est un peu longue, je m'en excuse, mais je voulais vraiment montrer le déroulement, comment ça s'était passé, les points clés qui ont été abordés dans les différentes sessions. Donc j'ai pas pu assister à toutes les sessions parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient à chaque fois sessions qui étaient en même temps. Donc il y en avait 3 qui étaient à chaque fois en même temps, donc je pouvais en faire qu'une sur 3 à chaque fois. Donc j'ai essayé après, lors du deuxième jour où il y avait le bilan de la première journée, de vous garder les meilleurs morceaux des sessions auxquelles j'avais pas pu assister ou des morceaux que j'avais pas pu garder. Entre autres, il y avait un monsieur qui avait parlé de la façon de développer une culture de l'innovation. C'était intéressant ce qu'il disait, mais il avait une voix de personne atteinte de trachéite aiguë, on l'entendait à peine, et vraiment sur le micro de la caméra c'est une catastrophe, c'est-à-dire on entend plus les gens qui tout sautent à côté que lui, donc c'était infaisable de garder son discours. C'était vraiment dommage parce qu'il disait des choses très intéressantes. Donc c'est pour ça, par exemple, pour cette session-là, même si j'y ai assisté, j'ai gardé la partie bilan où ça parlait un petit peu justement d'innovation et que ça faisait le résumé de ce qu'il avait dit. Et donc cette partie-là, j'ai tenu à vous la garder pour que vous puissiez voir, parce que c'était quand même intéressant. Donc la vidéo fait 51 minutes, j'ai intercalé dedans des vidéos et des photos que j'ai prises sur l'exposition, parce qu'il y avait une partie exposition aussi, avec différentes entreprises qui présentaient leurs produits, c'était assez sympa. Donc vous avez un petit peu tout ça qui est entremêlé dans les mêmes vidéos. Il y a des interviews aussi, j'ai fait des interviews très intéressantes avec des représentants de pays arabes, une représentante pour l'Afrique. Donc ça c'est vraiment très intéressant, je vous encourage, et elle parle français, donc celle-là il n'y a pas de sous-titres, cette partie-là, donc c'est une interview en français, et donc c'est vraiment intéressant, franchement, allez regarder la vidéo, elle est un peu longue, mais je pense que ça sera très très intéressant pour ceux qui veulent comprendre un petit peu l'état de l'économie de l'RPD. Il y a pas mal de chiffres qui sont donnés, donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu, qui veulent avoir une évaluation de l'état de l'économie de la République, ça peut être intéressant aussi pour vous, et puis de voir un peu les idées qui sont mises sur la table pour développer un petit peu tout ça. On avait plus de 250 participants, avec des représentants venant de 17 pays étrangers quand même, comme je disais, pays arabes, africains, on avait des gens de France, de Suisse, de Turquie, etc. Enfin, on a vraiment pas
pas mal de pays différents représentés. Bon, il y a eu pas mal de discussions, bien sûr, concernant les différents aspects nécessaires à l'instauration d'un climat d'investissement favorable. La première journée du forum, donc c'était vraiment ces sessions de discussion sur ces différents thèmes. On a eu le potentiel économique du Donbass, les processus pour créer un climat favorable à l'investissement, la coopération dans l'agro-industrie, l'éducation, bien entendu, l'innovation, l'intégration et la coopération avec la Fédération de Russie et la protection de l'environnement. L'accent a bien sûr porté sur la nécessité d'investir et de développer les industries historiques du Donbass, comme l'extraction du charbon, la métallurgie, la fabrication de machines-outils. Il a d'ailleurs été dit lors de cette session que si depuis le début de la guerre, une majorité de ces produits sont envoyés à l'exportation en Russie, certains comme les machines-outils vont quand même plus loin. Il y en a qui arrivent quand même jusqu'en Europe, en en France. D'accord. Et même après le début de la guerre. Donc France, Allemagne, République tchèque, Roumanie ou Bulgarie, bien sûr dans les pays de la CEI, donc Russie, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, mais aussi l'Iran, l'Égypte, le Brésil, l'Inde, Cuba et l'Afghanistan. Donc, comme quoi nos produits voyagent quand même pas mal. L'autre point majeur qui a été souligné, c'était bien sûr la nécessité de miser sur l'éducation, l'innovation, les nouvelles technologies et le développement d'approches totalement nouvelles pour contourner le blocus et les sanctions qui sont imposées tant par l'Ukraine que par les pays occidentaux. L'idée vraiment récurrente qui est apparue lors de plusieurs des sessions du forum, c'était vraiment la nécessité pour les RPD de développer des projets et des concepts qui sont vraiment non conventionnels et vraiment sans analogue dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser, comme on dit en anglais, je suis désolée, je dis beaucoup d'anglicisme, mais c'est out of the box. C'est vraiment faut de la pensée totalement sortir du cadre. Sortir du cadre, quoi, vraiment. C'est vraiment nécessaire à cause des conditions dans lesquelles on est, qui sont quand même particulières, non-reconnaissance, sanctions, blocus économique. Et ça, cette volonté comme ça d'innover et de chercher des solutions encore jamais trouvées, ça pourrait permettre à la République de transformer ces problèmes en opportunités de développement. Ça, c'est hyper intéressant de ce côté-là. Et bien sûr, pour développer cette culture de l'innovation, il faut travailler sur l'éducation. Il faut que l'RPD dote ses diplômés d'un bagage scientifique suffisant et surtout d'une manière de penser non conventionnelle pour pouvoir justement contourner les obstacles qui se dressent sur le chemin du développement économique de la République. L'autre industrie qui a été quand même pas mal mise à l'honneur et qui intéresse entre autres beaucoup les pays arabes et africains, ça a été l'industrie agroalimentaire et l'agriculture. Ça beaucoup. C'est clair que le Donbass dispose d'un très bon potentiel dans ce domaine, grâce au tchernosium, la fameuse terre extrêmement fertile. Si la RPD a déjà plusieurs grosses entreprises ou clusters agricoles et agroalimentaires, clairement, il y a matière à faire beaucoup plus, à vraiment développer énormément ce secteur. Clairement, l'objectif premier de l'RPD, c'est déjà d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et après de devenir exportatrice, c'est-à-dire d'imiter un peu ce que la Russie a réussi à faire grâce aux sanctions occidentales. Ah oui. Des sanctions totalement stupides, contre-productives, ça c'est clair. Qui sont en train de détruire l'agriculture, entre autres française. C'est ça. Donc, désolé pour les agriculteurs français, je suis pas contente pour vous, mais voilà, c'est malheureusement. C'est la bêtise des dirigeants français. Voilà à quoi mènent les gens pour lesquels vous votez. Voilà. Bref. Et puis bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions autour des systèmes de financement, parce que pour développer toutes ces opportunités d'investissement, etc., il faut pouvoir disposer d'instruments financiers et bancaires pour faire rentrer des capitaux étrangers, puisque pour l'instant, les RPD fonctionnent en vase clos. Au moins, on a une banque centrale, mais pour l'instant, on ne peut pas échanger de capitaux avec l'étranger. Donc pour désenclaver le système bancaire, ont été envisagées la création d'une écobanque, d'une banque basée sur les principes de la finance islamique. Donc ça, c'est clair qu'il y a des possibilités de travailler avec les pays arabes, puisqu'ils sont intéressés par ça. Les technologies de type blockchain aussi. Donc ça fait partie des propositions qui ont été mises sur la table.
pour ouvrir de nouvelles possibilités financières à la République. Il y a aussi le projet de lancement d'un système de paiement en Ossétie du Sud prévu pour l'année prochaine qui a suscité pas mal d'espoir et d'intérêt. Donc on va voir ce que ça va donner. Parce que clairement, si la République doit innover et envisager des approches totalement nouvelles, il faut aussi s'inspirer de l'expérience des autres pays. Surtout ceux qui sont confrontés à des conditions à peu près similaires aux nôtres, parce que c'est débile de réinventer la roue. Ah oui. Je veux dire, si l'Ossétie du Sud arrive à mettre en place un système qui fonctionne, on va s'en inspirer, on va l'utiliser, tout comme on avait proposé à Damas de mettre à disposition de la Syrie le logiciel de dispatching des ambulances pour faire bénéficier à la Syrie de notre expérience dans ce domaine-là. C'est un peu l'idée. C'est d'ailleurs le but un peu général de ce forum, c'est de jeter les bases d'une coopération internationale entre les RPD et d'autres pays qui veulent travailler vraiment main dans la main avec la République de manière mutuellement bénéfique. C'est vraiment le truc qui est ressorti. C'est vraiment l'idée. Pour beaucoup de pays, entre autres africains ou arabes, on en a marre de se faire exploiter ou de se faire voler. Voilà, on veut vraiment travailler sur un pied d'égalité. Et ça, c'était vraiment un point central, avec donc l'échange des expériences et des idées de chacun de ces représentants des 17 pays étrangers et de la RPD. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper important au sein de ce forum. La question de la protection de l'environnement aussi a été abordée, parce que car comme je l'ai déjà dit, pour la RPD, il n'est pas question de développer l'économie au détriment de l'environnement, je veux dire. On se souviendra des initiatives qui avaient été lancées par Alexandre Zakharchenko dans ce domaine-là. Clairement, pour les autorités de la République, le développement de l'RPD doit être un développement durable pour assurer aux habitants de la République un cadre de vie agréable et sain surtout. Voilà. Donc tout ça n'a pas juste donné lieu à du blabla, ces discussions et ces échanges d'idées. Ça s'est matérialisé sous la forme de signatures, d'accords, de conventions et de contrats. Entre autres des conventions de jumelage entre des villes de l'RPD, de l'RPL et de la Russie, des accords de coopération aussi entre les chambres civiles des deux républiques populaires et des chambres civiles russes. Donc ce sont, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont des chambres constituées de gens venant de la société civile. Donc il y a une partie qui sont désignés par le gouvernement, une partie qui sont choisis par les différentes régions, etc. Pour arriver à un panel de gens, donc ça peut être des politologues, des journalistes, des activistes. Donc il y en a une partie aussi qui vient toujours systématiquement des organisations, comment on pourrait dire ça, organisations sociales, des associations, quoi. Associations, voilà, milieu associatif et activiste. Donc vous retrouvez là-dedans des journalistes, des activistes, des gens qui sont impliqués vraiment dans la vie civique. Vous pouvez avoir d'anciens politiciens, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça forme une chambre qui fait des propositions de loi, qui travaille sur des textes de loi, qui a aussi un rôle quelque part un peu de contrôle du politique. Donc ça permet d'amener quelque part un contre-pouvoir, c'est intéressant. Et c'est aussi une formidable école pour ceux qui un jour pourraient en venir à faire de la politique, puisque là-dedans ils apprennent comment écrire une loi, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, pourquoi écrire une loi, comment estimer les fonds qui vont être nécessaires pour mettre en œuvre la loi, etc. etc. Et c'est des choses très intéressantes parce qu'en fait, l'un des speakers qui a été député à la Douma d'État, avant de devenir maintenant député à la Douma régionale de Moscou, et il disait il m'a fallu plus d'1 an pour comprendre comment je devais faire mon travail correctement. Et il dit en fait ces chambres civiles c'est vraiment c'est un incubateur et ça permet en fait de former des gens qui après peuvent se lancer en politique et être des députés qui ont une bonne connaissance de la façon dont ils doivent faire leur travail tout de suite, de manière quasi professionnelle, et ils sont formés de manière concrète, tu vois, c'est pas juste des grandes écoles genre l'ENA, etc. Ils sont formés sur le tas, quoi. Donc
c'est pas une cooptation dont je tairais, je dirais, Voilà, non, non, l'identité, hein, comme en c'est pas du tout France. ce système-là. Oui. C'est vraiment, tu sélectionnes les gens qui sont les plus actifs dans la vie civile, hein, donc comme je dis, les membres d'associations, d'organisations sportives, culturelles, journalistes, politologues, des gens comme ça. Et de ces gens-là, donc tu as beaucoup de jeunes, etc., qui vont pouvoir acquérir comme ça des bases du fonctionnement, du travail d'un parlementaire. Et donc après, si ces gens décident de continuer, on va dire, dans l'activisme politique jusqu'à s'engager peut-être dans un parti, etc., ils auront déjà une bonne expérience. Bagage, une bonne expérience. C'est le même but, par exemple, que la jeune garde, jeune armée sur lequel j'avais fait un reportage. Le but, c'est vraiment de donner une éducation patriotique et puis de préparer les jeunes qui voudront plus tard peut-être travailler dans l'administration, etc., d'avoir des jeunes qui ont déjà un bon bagage patriotique et éducationnel solide. Là, c'est un peu la même idée. Donc, c'était hyper intéressant ce qu'il avait dit. Ouais. Celui-là, je voulais garder dans la vidéo. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, ces chambres civiles, elles sont importantes et elles ont été fondées aussi en RPD et en RPL. Et bien entendu, les RPD et les RPL bénéficient de l'expérience de ce qui s'est fait en Russie. Donc, ça évite de répéter peut-être certaines erreurs qui ont été faites au début en Russie. Et elles ont pu tout de suite démarrer sur des bases saines. Et donc là, il va y avoir des coopérations entre les chambres civiles de Russie et celles de l'RPD et de l'RPL. Donc, pour nous aider vraiment à développer ce système, qui est vraiment un système ultra démocratique. Hein. C'est hyper intéressant. Okay. C'est vraiment un super truc pour ça. La RPD a aussi signé plusieurs conventions environnementales, conventions sur la diversité biologique, sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, sur le développement des zones naturelles protégées, sur l'utilisation rationnelle des points d'eau transfrontaliers, et puis dans le domaine de la protection des forêts. Et puis en termes business, hein, on n'a pas été laissé de côté, puisqu'il y a eu quand même 34 contrats signés à l'issue de ce forum pour un montant total de 135,6 milliards de roubles, soit 1,9 milliard d'euros. C'est pas dégueulasse hein, quand même. Hein. Oui, c'est une grosse somme. Pour une petite république de 2,3-2,4 millions d'habitants, c'est pas cracra. Principalement bien sûr dans les domaines industriels et agricoles. On a entre autres Dawn Frost, la société qui produit les frigos et les congélateurs. Oui, on a une usine de frigos et de congélateurs qui fait des super frigos d'ailleurs. Et donc là, on a conclu un contrat pour les exporter vers la Russie. Donc ça c'est super. On a la société russe Rustenergo qui envisage d'ouvrir une usine en RPD pour transférer une partie de sa production sur le territoire de la République. Donc c'est une société qui est spécialisée dans le domaine de l'énergie. Entre autres approvisionnement indépendant en énergie pour les zones super isolées au fin fond de la Sibérie, mais aussi pour les industries qui ont besoin d'un approvisionnement continu, tu vois, qui peuvent pas, on va dire, accepter la moindre coupure d'énergie. Il y a eu un mémorandum de coopération signé aussi entre la Chambre de commerce et d'industrie de RPD et la société suisse Black Shield Investment Fund, qui veut investir dans l'agriculture et le développement des infrastructures de la République. Donc voilà, tout ça, c'est tout bon, quoi. Vraiment, c'est vraiment génial. Donc clairement, ce forum, ça a été le premier, ça sera certainement pas le dernier. Ça a jeté, je pense, de bonnes bases pour une coopération économique et financière avec plusieurs pays étrangers en plus des partenaires habituels de la République. Maintenant, il va falloir pérenniser les résultats de ce forum en organisant d'autres tables rondes, forums économiques de manière régulière pour continuer les échanges d'idées et d'expériences et puis développer la diffusion de l'information à l'international pour que les investisseurs potentiels sachent quelle est réellement la situation dans le Donbass et que oui, vous pouvez investir ici et que non, c'est pas aussi dangereux qu'on essaye pour certains de vous le faire croire. Alors, pendant ce temps-là, à Kiev, j'en ai deux pour rattraper un petit peu. Alors après s'être fait humilier par Trump lorsque ce dernier a déclassifié sa discussion téléphonique avec Zelensky, parce que ça se fait pas, c'est un manque de respect total pour l'Ukraine et son président. Violer le secret des conversations, ça montre clairement que Trump ne considère pas Zelensky comme son égal, mais comme inférieur à lui. Parce que s'il l'avait considéré comme son égal, jamais il aurait violé le secret des conversations téléphoniques, ça se fait pas. Voilà. C'est vraiment un truc... non. Là, ils se sont pris une claque de la part de Macron. Oui, exact. Oui. Ouais.
Ouais. Non, il n'y a pas que les Français qui le prend de haut, puisque donc, dans une interview accordée à Valeurs Actuelles et parue le 31 octobre, Macron a déclaré « Je préfère avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire de manière légale, qui sont là et qui font le travail, que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines. » Dans ta gueule. Donc Kiev a bien sûr immédiatement convoqué l'ambassadeur de France en Ukraine pour avoir une petite explication. Ouais. Bon, bien sûr, l'ambassadeur a dit que les propos avaient été sortis de leur contexte et que Paris n'avait pas de remarques à faire aux citoyens ukrainiens traversant la frontière française de manière légale. Oui, mais c'est pas la question, parce que l'autre il parle de filières ukrainiennes clandestines. Jolie tentative de rattraper le coup de la part du ministère ukrainien des Affaires étrangères en déclarant finalement tout va bien. Mais c'est plus pitoyable qu'autre chose, parce que ça montre clairement que la réputation de l'Ukraine en matière de corruption et de trafic en tout genre n'est plus à faire. Sans parler des groupes néo-nazis qui font du trafic d'armes jusqu'en Europe. On se souviendra de ce qui s'est passé en Italie. En termes de corruption, d'ailleurs, je vais vous montrer, on vous montrera des petites photos là, qui ont été prises à Nikolaïev en 2015, mais la situation est toujours la même actuellement. Ouais, j'ai vu une vidéo qui date de fin de l'année dernière de la même route. Alors cette route, c'est une autoroute. Ouais. Je vous jure, c'est pas une blague. C'est une autoroute près de Nikolaïev. Et vous allez voir, il y a des trous géants. Et alors, si vous vous demandez comment c'est possible qu'une route soit dans cet état, eh ben la corruption. C'est-à-dire que le pognon qui est envoyé à la région pour réparer les routes, il finit dans les poches de gens corrompus. Et cette route-là, elle n'a pas vu d'asphalte, je pense, depuis... plusieurs années. Depuis l'URSS, à mon avis, c'est pas possible. Je veux dire, même ici, on n'a pas des routes dans cet état-là. Malgré la guerre. Malgré la guerre, je veux dire, même les routes les plus défoncées que j'ai vues, près de la ligne de front, ou entre des petits villages, des petites routes, j'ai jamais vu une route dans cet état-là avec des trous pareils. Jamais. Et là, c'est une autoroute. Donc, c'est du délire. C'est vraiment hallucinant. Donc, ça vous donne une bonne idée quand même de l'état de l'Ukraine. Voilà. Et puis alors, en prime d'avoir un pays dans un état de délabrement digne de la Somalie, les députés du parti de Zelensky se font en plus attraper publiquement en train de solliciter les services de péripatéticienne pendant les séances au Parlement. C'est pas une blague. C'est le fameux Bogdan Yaremenko dont on avait déjà parlé, député du parti de Zelensky, qui a été surpris en train de solliciter les services d'une prostituée en pleine séance parlementaire. Donc, un site d'information ukrainien a publié les photos montrant l'écran du portable où on peut lire son petit échange. Bien sûr, il demande d'abord les conditions d'un rendez-vous. Après, il précise les types de prestations et les tarifs. $100 une heure, $150 2 heures. Les photos ont été prises lors d'une session de la Rada. Le député a d'abord nié sur Facebook en disant que c'était une mise en scène. Puis après, il a supprimé le message et puis il a présenté ses excuses à son épouse et à ses enfants, ainsi qu'à son groupe parlementaire et au président Zelensky en évoquant un acte irréfléchi. Bien sûr, ouais, c'est ça. C'est ça, t'es au boulot à la Rada, là tiens, si j'allais solliciter les services d'une prostituée. Ouais, non, mais ça donne une idée de l'état moral de l'individu quand même. Ouais, et donc de l'état moral de l'Ukraine de manière générale. Ouais. Je pense que c'est quand même assez révélateur quand on arrive là. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc écoutez, on va voir lundi ce qui va se passer à Petrovskoye. Je suis quand même pas ultra optimiste, mais bon, on va voir. Et puis, écoute, je te dis à la semaine prochaine et contente qu'on ait repris le format normal pour les sites rep. Ouais, c'est vrai. Merci Christelle, passe une bonne soirée et puis très heureux aussi de t'avoir retrouvé. À bientôt pour le prochain site rep. Au revoir. Au revoir.